Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse en ligne pour le lancement du mois de la bio 2024, l'événement de référence pour tous les acteurs de la filière en Nouvelle-Aquitaine qui a lieu chaque année en novembre. Je suis Anne-Sophie Fernandez, la coordinatrice de cet événement partenarial à destination de tous les professionnels de l'agriculture. Cette année, la question thème sera comment garder le cap et continuer d'améliorer ses pratiques agricoles. Avant de démarrer, quelques informations sur le déroulé. Voici ce qui est prévu ce matin. Donc, il y aura un temps de prise de parole des trois représentants des structures organisatrices, puis un temps d'échange pour répondre à vos questions. Le temps des prises de parole, nous vous proposons de poser vos questions dans le chat et nous vous remercions de bien vouloir couper vos micros. Et sachez que cette conférence, donc, elle est enregistrée et qu'elle sera diffusée en ligne ensuite. Si vous ne souhaitez pas être filmé, ce n'est pas grave, mais merci simplement d'éteindre vos webcams. Je vais tout d'abord présenter donc les représentants des trois structures organisatrices. Donc, il y a Guy Moreau, qui est céréalier et président de Bio Nouvelle-Aquitaine, l'association des producteurs et des productrices de bio, qui œuvre pour le développement de la bio sur la région. Donc, Marie Griffaton, je ne sais pas si elle est arrivée, et Hugues, du coup, qui sont élus référents bio à la Chambre d'agriculture régionale Nouvelle-Aquitaine, et Philippe Léma, qui est viticulteur, président d'Interbio, l'association des opérateurs biologiques de la région. Donc, le mois de la bio, qu'est-ce que c'est? Alors, le concept, c'est de réunir l'ensemble des professionnels de l'agriculture sur le terrain à l'occasion d'une soixantaine de rencontres organisées partout en Nouvelle-Aquitaine durant le mois de novembre. Donc, le type d'événements organisés, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça va être des visites de fermes et d'entreprises, des formations, des journées plutôt scolaires et des webinaires techniques. Donc, c'est organisé, je l'ai dit tout à l'heure, donc, par trois structures, Interbio, les chambres d'agriculture, donc la chambre d'agriculture régionale et les chambres d'agriculture départementales, ainsi que Bio Nouvelle-Aquitaine. L'événement est financé par l'Europe et par la région Nouvelle-Aquitaine. Et le mois de la bio, il faut savoir qu'il s'inscrit dans le cadre du pacte d'ambition bio qui est porté par la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce pacte d'ambition bio, les objectifs à l'horizon 2027, ils sont nombreux. Donc, le premier, ce serait d'atteindre 18% de la surface agricole en bio. Aussi également 25% des exploitations en bio, 25% de produits bio dans chaque lycée, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires bio, 30% par an d'installations en bio et 30% de produits locaux bio dans la restauration scolaire. Juste pour faire un rappel de l'événement précédent, donc c'était la 12e édition et en termes de chiffres clés, donc on a eu de nombreuses interventions donc de coopératives, de distributeurs, de centres de gestion, d'organismes certificateurs, de groupements d'agriculteurs bio. Et pour les professionnels de la filière, ce qu'on peut retenir, il y a 54 événements qui ont été organisés à l'échelle régionale et 800 participants, dont principalement 33% d'agriculteurs. Les trois quarts étaient agriculteurs bio ou en conversion. Il y avait également 37% de techniciens, d'enseignants et de salariés agricoles et 17% de porteurs de projets. Les filières qui ont eu le plus de succès au niveau de l'organisation des événements ont retrouvé donc les filières des grandes cultures, du maraîchage et de la viticulture. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des filières avec des enjeux forts d'adaptation au changement climatique. Et pour continuer sur les chiffres clés de l'édition précédente, pour les étudiants en agriculture, donc on a eu 20 journées qui ont été organisées avec 400 étudiants. Et en termes de représentation des classes présentes en 2023, on a retrouvé 69% de bac et de BTS et 9% de BPREA et de master agronomie. Donc, ce sont les filières qui ont eu le plus de succès pendant ces journées, c'était l'élevage, le maraîchage et les grandes cultures. Et sans surprise, ce sont les filières où on retrouve le plus de jeunes installés, donc hors cadre familial ou dans le cadre familial.
Donc voilà pour la contextualisation. Je passe maintenant la parole à Roxane Michel, l'une des responsables communication de l'événement. Bonjour à tous, merci Anne-Sophie. Donc en effet, moi je vais vous parler de l'évolution du mois de la bio parce qu'aujourd'hui le cœur de cible de l'événement s'élargit. Donc historiquement, c'était un événement dédié aux agriculteurs qui étaient en réflexion sur leur passage en bio. Aujourd'hui, il s'adresse désormais aussi à ceux qui sont en bio, donc dans le but de les accompagner dans leur développement économique, technique et collectif. Donc au travers d'une programmation qu'Anne-Sophie vous présentera au fil de cette conférence. En ce qui concerne les webinaires, cette année, nous avons décidé de doubler leur nombre, donc pour répondre aux besoins d'accessibilité et permettre à un public plus large de participer et nous rejoindre, et donc pouvoir permettre à tout le monde de s'émanciper donc des contraintes géographiques et d'emploi du temps, puisque ces webinaires seront disponibles en replay donc sur nos chaînes YouTube. Donc, au programme, nous aurons 8 webinaires. Un premier dédié à l'énergie, c'est-à-dire comment savoir formuler un appel d'offres et faire jouer au mieux la concurrence. Un autre dédié aux débouchés en grande culture et la structuration de marchés bio grâce à l'organisation collective, donc avec l'intervention de la Corab. Nous aurons également l'intérêt du collectif dans une production durable où nous pourrons compter sur l'expertise de la FDCUMA. La mise aux normes des bâtiments bovins sera également abordée, donc avec la participation d'EcoCert qui nous présentera donc des solutions pour faciliter leur mise en œuvre. Nous aurons une présentation du label E, qui est un label qui permet de valoriser économiquement donc cette démarche agroforestière. Le parcours d'installation en bio en Nouvelle-Aquitaine qui sera co-animé avec FEV. La viabilité technico-économique des fermes maraîchères en circuit court. Et enfin, les clés pour passer en bio, donc pour tout savoir sur les démarches et les aides pour réussir sa conversion. Donc, vous l'aurez compris, le mois de la bio a pour ambition donc de se positionner comme une réponse concrète pour l'ensemble des acteurs de la filière, l'amont, l'aval, mais aussi les générations à venir. Donc, notamment avec nos journées dédiées aux étudiants qui vous seront présentées par la suite. Et Philippe, je vais te laisser la main donc pour présenter les tendances du marché bio. Ah, bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, Philippe Léma, donc je suis président d'Interbio. Pour rappel, donc Interbio, on est l'association interprofessionnelle Nouvelle-Aquitaine qui regroupe tous les acteurs de la filière de l'amont à l'aval, qui représente au niveau régional environ 300 organisations pour 1,5 milliard de chiffre d'affaires, ce qui représente à peu près 80% du chiffre d'affaires de la filière biologique régionale. Au niveau de la situation de contexte et de marché, on se situe dans une période où, après une forte décroissance en 2022, l'année 2023 marque un tournant dans cette nouvelle évolution avec une stagnation des marchés, qui est un premier signe de redémarrage. Ce qu'on peut noter, c'est qu'à l'exception de la grande distribution, tous les circuits de vente sont en croissance en valeur, avec en particulier la vente directe qui a un gros coup de boost, qui passe de 9 à 14% aujourd'hui. Et en parallèle, les magasins bio qui enregistrent une forte progression de plus de 2,2% en chiffre d'affaires. Malgré tout, le seul circuit qui aujourd'hui est en repli, c'est la grande distribution, avec moins 4% en valeur et moins 12% en volume par rapport à 2022, ce qui est une baisse conséquente qui est essentiellement liée à la réduction des assortiments de l'offre et des éventuels déréférencements. La conséquence directe, c'est que ça amène une perte de visibilité forte du label bio. Euh, Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'on est quand même dans un contexte où l'inflation 2023 a été moins flagrante sur les bio que sur les conventionnels, puisqu'on est sur une inflation à 7,7 par rapport à quasiment 12% sur le marché traditionnel. Euh, et après, il y a des confirmations sur les tendances générales, hein, c'est-à-dire que 71% du bio consommé en France est d'origine française. Donc les importations sont nettement en recul. Alors évidemment, elles restent prégnantes sur la partie produits exotiques, hein, qu'on ne peut pas produire dans notre pays, mais voilà. Et puis la progression se maintient sur le premier semestre 2024, où on a les premiers chiffres,
où c'est les réseaux spécialisés là, qui sont en train de vraiment tirer le marché avec des croissances à plus de 7% euh, qui se concrétisent. Les explications de ces phénomènes, ils sont liés à 6 points essentiels, hein. D'abord, un changement de comportement alimentaire qui a été légèrement amplifié par la crise. Une baisse généralisée, comme je vous l'ai dit, de la consommation alimentaire en France. Ce gros ralentissement de l'offre bio en GMS. Euh, un phénomène qui se développe et qui se sanctuarise, c'est la concurrence prégnante entre les produits locaux et les autres labels et la bio. Éventuellement, il y a aussi un prix dissuasif face à l'inflation et une baisse d'attention de la bio, enfin des Français vers la bio, puisque la dernière enquête que nous avons réalisée réaffirme que 94% des Français déclarent bien connaître le label AB, 91% lui font entièrement confiance. Par contre, un Français sur deux estime ne pas avoir suffisamment d'informations sur la bio. Et ça, c'est vraiment dans ce cadre-là que ce mois de la bio, il est important aussi pour relancer toute cette argumentaire que les professionnels doivent avoir pour rassurer le consommateur, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les différents labels notamment. Et c'est dans ce cadre-là que cette campagne nationale de communication depuis 2022 autour de Pour nous, pour la planète, Bioréflexe prend tout son sens. Donc nous, au niveau Nouvelle-Aquitaine, au-delà de continuer d'accompagner la structuration de filières, on a un gros axe de développement sur la partie communication avec cette campagne qui a été diffusé depuis le 12 juin et qui va continuer jusqu'à la fin de l'année sur des spots TV, la radio, la campagne de réseaux sociaux et une campagne d'affichage, notamment dans les gares. Donc voilà le contexte général. Euh, Peut-être qu'après toutes les interventions, on pourra développer certains points si vous le souhaitez, sous forme de questions-réponses. Et donc, les réponses du mois de la bio face à ce constat, quels événements vont évoquer ces constats? Ben, on peut en citer quatre, par exemple. Donc, le 4 novembre, dans la Creuse, il y aura un événement sur le réseau maraîchage creusois qui évoquera comment s'organiser collectivement pour optimiser les achats groupés. Le 14 novembre, en Gironde, on aura le contexte économique des vins bio aujourd'hui. Donc, il y aura des échanges autour des dernières actualités de la filière. Le 19 novembre, en Haute-Vienne, on aura un événement sur comment fournir la restauration collective, quels sont les débouchés et les organisations dans les territoires. Et on peut parler également de l'événement du 26 novembre dans le Lot-et-Garonne, qui, euh, qui, qui abordera comment produire des pommes, les transformer et les vendre, pardon, et ce sera la découverte d'une approche innovante. Donc on va maintenant passer à l'importance de la pérennisation et de l'accompagnement, et je laisse la parole à Marie ou à Hugues. Si Luc peut prendre la visio, je suis en train de monter dans l'importance de la pérennisation, c'est que tout le travail qu'on a fait, il faut que ça puisse aboutir un jour et que nos exploitations puissent continuer leurs efforts et que ça serve à tout le monde entier. Excusez-moi, si quelqu'un peut prendre la touche, s'il vous plaît. Oh, Et on n'entend pas bien Marie, mais Hugues est connecté et il faut qu'il ouvre son micro. Il essaie de parler. ok, merci. Sinon, tu passes à la partie d'après, Roxane, et on reviendra sur cette partie après. Ouais, d'accord. Très bien. Donc, du coup, cette partie a abordé voilà, l'importance de la pérennisation et de l'accompagnement. Et je vous présenterai peut-être après les événements du coup, qui sont en lien avec ça.
Mais on va d'abord passer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à dessiner sur, sur le diapo. Donc, si on pouvait enlever ces petits traits, ce serait chouette. Donc, on va passer, pardon, dans le contexte actuel, le modèle agricole bio tire son épingle du jeu et je vais laisser la parole à Guy, du coup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guy Moreau, donc le président de Bio Nouvelle-Aquitaine. Donc, la dynamique, alors, ce qui est intéressant, même si mes collègues là, n'ont pas pu intervenir sur la phase 2, si je puis dire, ce qui est intéressant, c'est de noter, c'est que les installations bio en 2023 étaient encore nombreuses, puisqu'on a encore 30% des installations qui se font en bio, ce qui est quand même considérable à l'échelle des installations de Nouvelle-Aquitaine. Et là, vous avez les chiffres devant vous. Le nombre de fermes bio, c'est quand même 13,6%. Le nombre d'hectares. Et la Nouvelle-Aquitaine, donc, est toujours la deuxième région de France en nombre, en surface bio aujourd'hui. Donc, la dynamique, si vous voulez, elle s'est un peu estompée en termes de conversion. Ce qui est aujourd'hui important, c'est qu'il y a encore autant d'installations bio, ce qui montre la dynamique quand même de la bio, qui reste quand même un, un mode de production qui est attractif pour les jeunes. Et donc, c'est très important de le dire à ce stade. Il y a aussi effectivement le sujet des transmissions. Donc, c'était mes collègues qui vont parler avant. Transmission des exploitations, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de, comme à l'image de l'agriculture de manière générale, on a 40, plus de 40% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite. Et parmi eux, beaucoup d'exploitants qui sont en bio. Donc, le sujet là, c'est bien de pérenniser ces exploitations, enfin, transmettre ces exploitations bio à des jeunes qui seront aussi en bio, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Et on a le sujet aussi de la pérennisation, effectivement, dans un contexte un peu compliqué sur le plan des revenus. Et il y a aussi, bien sûr, le sujet de la pérennisation des exploitations agricoles qui est fondamental. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du pacte bio qui a été revalidé d'ailleurs récemment, dans le cadre de la mission d'évaluation de la politique agricole de la région, dans une plénière récente, ils ont bien réaffirmé donc, que la bio en Nouvelle-Aquitaine était un enjeu majeur. Alors, pas uniquement pour la partie, le sujet de l'alimentaire, mais c'est aussi sur le sujet environnementaux et santé publique. En effet, la bio a un intérêt, certes, sur le plan alimentaire, sur le plan de la restauration scolaire notamment, mais un enjeu très important sur la santé environnementale et la santé publique, la qualité de l'eau et tout ce qui biodiversité. Voilà. Autant d'éléments qui font aujourd'hui que la bio a tout son intérêt dans le cadre de ce pacte bio et a tout son intérêt d'une manière générale sur l'ambition bio, le plan ambition bio aussi national. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, si on peut faire un résumé, c'est qu'il y a quatre mots qui me paraissent les plus importants à retenir. C'est qu'il faut certes toujours convertir des exploitations bio, même si le contexte fait qu'aujourd'hui, on est plutôt en baisse sur la conversion, tout à fait logiquement. Par contre, il faut donc installer, et il y a toujours des volontés d'installation. Il faut donc transmettre, et il faut donc pérenniser les exploitations. C'est dans ce sens que le mois de la bio a été cette année mis en place. Et vous avez donc Anne-Sophie tout à l'heure vous présentera un certain nombre d'exemples euh, dans le cadre du mois de la bio qui montrent comment les orientations qui sont prises cette année. Et je voulais en terminer en disant deux choses, c'est que la filière en aval, comme ça a été dit tout à l'heure par Philippe Lema, est en train de reprendre en termes de consommation et on a une visibilité un peu meilleure. Il reste le GMS à convaincre de remettre dans leur rayon des produits bio. Et à titre d'exemple, de comparaison, en Allemagne, déjà, les GMS ont fait cet effort-là. Et donc, on fait une reprise en consommation en Allemagne sur les produits bio, même en GMS. C'est quand même c'est porteur. Et ensuite, je terminerai en disant qu'il ne peut pas y avoir d'une filière bio. L'aval commence, on voit des signes positifs sur l'aval. Il faut donc pérenniser les exploitations bio. Aujourd'hui, les producteurs bio ont besoin de soutien, un soutien financier, certes, de l'État, de la région, il est là.
et aussi un retour des consommateurs pour pérenniser leur exploitation, parce que demain, si le cap n'est pas franchi, il y aura un manque de produits bio demain au niveau national, c'est à peu près sûr, à partir de 2025, voire 2000, peut-être ou 2026. Voilà les engagements qui sont pris dans le cadre de ce mois de la bio. Ils nous paraissent essentiels à retenir à ce stade. Et après, je répondrai, enfin, on répondra à vos questions ensuite, bien volontiers. Voilà, je te laisse la main. Oui, alors concernant les réponses du mois de la bio sur les bénéfices de la bio et tous les enjeux sur les changements climatiques, on a par exemple quatre événements qui s'inscrivent dans ces enjeux-là. Donc, le 7 novembre en Gironde, il y aura un événement sur l'empreinte carbone en viticulture qui permettra de comprendre les étapes et l'intérêt d'un diagnostic carbone. Le 14 novembre, dans les Deux-Sèvres, on aura un événement sur comment s'adapter justement au changement climatique. Donc, ce qui présentera les solutions d'adaptation dans les élevages. Le 27 novembre, en Charente, on aura un événement sur la biodiversité comme levier d'amélioration des systèmes agricoles bio. Et seront présentés lors de cet événement le projet Noé, FDC SAB, la plantation de haies et le programme Ressources. Et enfin, le 28 novembre, dans les Landes, il y aura un événement sur les haies agroforestières, une opportunité pour se diversifier. Donc je vais un petit peu remonter en arrière sur la seconde partie. J'espère que Hugo ou Marie est maintenant disponible pour en parler. Et après, on répondra à vos questions. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour Hugo. Ah voilà, désolé, on a un gros souci avec les ordinateurs là parce qu'on a eu donc, des coupures d'électricité pendant 2 jours là, suite au mauvais temps et je n'arrive pas à me connecter par l'ordinateur. Désolé. Bon, j'ai quand même écouté tout ce qui a été dit, donc voilà, je me présente, Bonnefoy Hugues, donc je suis président de la commission régionale bio donc au niveau des chambres d'agriculture, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, et on suit ce dossier bio depuis très longtemps. Aujourd'hui, donc, la situation sur le terrain, je ne la reprendrai pas toute parce qu'elle a quand même été dite. Donc, on a un gros souci par rapport à la pérennité des exploitations qui sont engagées en agriculture biologique dans notre grande région. Pourtant, depuis de nombreuses années, on a fait des efforts considérables pour montrer ce qu'était l'agriculture biologique et donc tous les bienfaits qu'elle pouvait apporter que ce soit au niveau de l'économie, au niveau du territoire et au niveau de l'environnement, voire même aussi aujourd'hui au niveau de la santé, ce qui n'est pas toujours repris. Donc, on s'est organisé avec nos organisations parallèles, que ce soit Interbio ou que ce soit Bio Nouvelle-Aquitaine, pour faire en sorte à ce que les agriculteurs puissent trouver les éléments nécessaires pour pouvoir éventuellement avoir des informations qui soient importantes au niveau de leur ferme pour pouvoir travailler de façon la plus correcte possible. On a réussi à mettre en place ça au niveau régional avec des techniciens qui sont spécialisés dans chaque domaine et avec donc des collaborateurs qui sont qui peuvent répondre aux questions sur le terrain au niveau de chaque petite région. Voilà comment ça a été organisé. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'appels d'agriculteurs qui sont en grande difficulté au niveau de leur ferme sur le plan économique. Pourtant, ils ont vraiment donc dans la tête de vouloir rester agriculteurs bio, mais économiquement parlant, ça passe pas. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui soient d'une part urgentes dans un premier temps, mais aussi structurelles pour l'avenir ensuite, pour pouvoir remotiver ces gens-là. Autrement, on va faire face à des déconversions importantes. L'autre élément aussi qui est important, mais je crois que ça a déjà été dit, c'est que donc on a des agriculteurs qui s'installent sur des toutes petites structures pour faire soit des cultures maraîchères, soit des BPM ou sage large. Et par rapport à ça, donc on a mis en place un scénario pour pouvoir les aider. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps, mais je crois qu'il est quand même important qu'à un moment donné, le monde politique et les pouvoirs publics prennent conscience de l'enjeu, ce qu'est l'agriculture biologique aujourd'hui,
dans des régions comme les nôtres. Je crois qu'il faut à un moment donné qu'on se pose et que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ça. Ça serait dommage que tout le travail qui a été fait donc ne soit pas pérennisé aujourd'hui. Après, je répondrai aux questions si vous le souhaitez. Merci. Et d'où l'importance également de se concentrer sur l'enseignement agricole et le transfert de connaissances et de pratiques comme levier d'action avec, bon, on peut citer par exemple les formations pour les apprentis, la formation continue, le transfert de connaissances et de pratiques entre agriculteurs et le partage et la diffusion. Et pour répondre à ces enjeux-là, donc, il y a plusieurs événements pro sur la transmission notamment le 18 novembre dans les Deux-Sèvres avec la transmission d'une exploitation bio et l'humain au cœur du projet. Et le 19 novembre en Corrèze, on a un événement sur comment transmettre et sécuriser dans le temps ces bonnes pratiques agricoles. Donc, ça sera la visite d'une ferme et la découverte de l'outil ORE. Donc, ce sont les obligations réelles environnementales. Et il y a également beaucoup d'événements pour les pros de demain. Et là, on s'est concentré à vous présenter des événements toujours dans l'innovation. Et donc, du coup, on peut citer par exemple le 14 novembre en Dordogne, un événement sur les variétés résistantes et des innovations dans le domaine viticole. Et également le 28 novembre dans la Vienne, sur la visite d'une ferme en polyculture, bovin, viande et circuit court, qui va nous apprendre que la diversification, c'est la clé. Mais il n'y a pas que des événements pour les étudiants agricoles et pour les professionnels de l'agriculture, on va dire type vraiment événement. Il y a également pendant le mois de la bio des formations et donc tout est disponible bien sûr sur le site du mois de la bio, mais pour parler des formations, donc on aura plus de formations cette année et il y a plusieurs formations qui vont aborder l'innovation, notamment le 13 novembre dans les Pyrénées-Atlantiques, s'initier à un logiciel de suivi en grande culture. Donc ce sera une présentation et une prise en main de l'outil. Le 14 et le 15 novembre en Dordogne, une formation sur la taille douce poussard pour pérenniser sa vigne. Donc, cette formation abordera les techniques non mutilantes pour renforcer la longévité de la vigne. Le 21 novembre, en Charente-Maritime, il y aura une formation sur l'initiation à la géobiologie en élevage pour appréhender donc cet outil pour améliorer l'environnement de son troupeau. Et le 27 novembre, dans le Lot-et-Garonne, il y aura une formation sur l'amélioration de la gestion de sa ferme pour positionner le juste prix dans les fleurs et dans les légumes avec la découverte de l'outil prix de revient. Voilà un petit peu pour des exemples d'événements, mais ce ne sont pas les seuls. Je vous invite bien sûr à aller sur le site pour plus d'informations. Donc, je vous remercie déjà pour l'écoute de ce temps de prise de parole et maintenant on va répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Oui, bonjour, Hélène Rivin pour La Tribune. J'ai pas de vidéo, mais je suis là. Par rapport, pour revenir sur les chiffres de conversion, éventuellement déconversion, est-ce qu'on a des chiffres sur 2023 et 2024? Et est-ce qu'il y a des secteurs qui tirent davantage leur épingle du jeu? Voilà, est-ce qu'on peut faire des distinctions entre maraîchage, voilà, d'autres secteurs, au niveau de la production? Je vais bien répondre à la question. Mm. Oui. Oui, allez-y. Ok. Ouais, c'est Guimond. Oui, bah, sur les chiffres, en fait, les déconversions sur 2020, enfin, qu'on a constaté, elles étaient surtout sur la production céréalière sur l'année 2023. Euh, En nombre, elles sont pas très importantes, sauf qu'en céréales, bon, les surfaces sont plus importantes, donc il y a un différentiel un peu entre le nombre de déconversions finalement assez faible et le nombre d'hectares, lui, qui est un peu plus élevé parce qu'il y a des grandes cultures. Par contre, on a assez peu de déconversions sur d'autres secteurs. L'année 2023, c'est surtout sur la partie grande culture. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais qu'aujourd'hui, il y a un débat très important sur la bio, sur la crise de la bio. Je ne pense pas que la bio soit plus en difficulté, par exemple, que l'agriculture conventionnelle sur l'année 2024, par exemple. Euh,
je pense qu'effectivement, il faut voir les choses en face. Il y a effectivement une année 2023 qui a été très compliquée parce que la consommation, d'une part, avait baissé. En partie, c'est en partie lié quand même à ça. Et les marchés donc, se sont saturés. Là, on a quand même, et ça a été expliqué tout à l'heure, on est quand même sur une partie sur des objectifs plus positifs parce que le marché de la consommation reprend, que malheureusement 2024 est une assez mauvaise année en termes de récolte et que donc on peut y avoir de la tension sur l'offre par rapport à la demande. Donc on peut imaginer assez objectivement que les prix producteurs vont remonter. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi dans ce cadre de mois de la bio, notamment des formations, c'est les prix de revient et les coûts de production, parce que ce qui est finalement important à pouvoir comprendre, c'est que les déconversions éventuelles qui n'ont eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu, c'est tout simplement parce que le retour conventionnel, d'abord, économiquement, n'est pas rentable ou très peu rentable, d'une part, et que d'autre part, on a quand même eu un soutien public sur ces conversions auparavant. Et donc, il faut quand même se poser la question aussi de pérenniser quand même les exploitations bio, parce qu'il y a aussi des fonds publics qui ont été aussi mis en place les années précédentes. Donc, il y a une vraie question aussi des pouvoirs publics sur ce sujet. Donc, en résumé, effectivement, des difficultés sur 2023 tout à fait juste, mais objectivement, 2024, en termes de consommation et de prix producteur, sur la fin d'année et sur début 2025, on espère du mieux. Et donc, nous, le message qu'on fait passer, c'est que crise, certes, il y a, mais on a quand même des indicateurs qui font que nos producteurs bio, ils seront encore là demain. Il faut juste que la puissance publique comprenne qu'il y a besoin d'un soutien à nos producteurs, dans le secteur de la production notamment, sur cette fin d'année, parce que si on veut assurer de la production demain, si on veut assurer une offre demain, il faut aider les producteurs bio aujourd'hui. C'est le message que l'on doit passer au travers, bien sûr, alors la région, à travers le pacte bio, nous aide. Il faut aussi que, au niveau national, l'agriculture biologique soit toujours considérée comme telle. Là, on a eu un changement de gouvernement. On attend aussi de sa part qu'il démontre que l'agriculture biologique est toujours un objectif pour lui. Euh, dans la nouvelle organisation de la PAC, et notamment sur la partie à partir de 2025, il faut que l'éco-régime soit revalorisé au niveau qu'on avait souhaité au départ, parce que c'est aussi le moyen de garder du revenu. Voilà, c'est ce que je peux répondre à cette question. Et on n'a pas de chiffres sur des conversions éventuelles en 2024, en tout cas. Vous n'avez pas donné de chiffres. Non, on n'a pas de... Mais je crois qu'on était autour de moi. Alors, si j'ai bien compris, mais Anne-Sophie elle pourra me corriger. On devait être alors, en absolu, on était à moins un. C'était relativement faible en nombre de déconversions, je précise, et moins 3% en SAU, compte tenu que plutôt c'est des grandes cultures. À peu près ça. C'est ça, la tendance est sur moins 1%. On est sur une légère baisse, rien d'alarmant pour le moment. Sur 2024, hein, du coup. En 2024. On attend encore les chiffres consolidés, mais rien d'alarmant pour le moment. Mais si je peux intervenir, oui, c'est Hugues Bonnefond. Nous avons un petit peu, vous m'entendez? Oui, Oui, voilà. Nous avons essayé, nous, de regarder un petit peu donc avec nos collaborateurs sur le terrain, puisque donc, ils sont en contact des agriculteurs. En fait, ce qu'il faut dire, première chose, c'est qu'en fait, quand un agriculteur se déconvertit, en fait, il avertit personne. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, il y aura un certificateur qui l'appelle et qui lui dit bon, mais vous m'avez pas appelé pour cette année pour que je vienne puisse faire donc mon contrôle sur le terrain et c'est qu'à ce moment-là qu'on sait que l'agriculteur donc il est toujours en bio ou pas en bio parce qu'en fait il n'a pas de démarche à faire pour dire je vais me déconvertir. Donc il y a toujours un délai en fait entre donc le moment où on le sait
vraiment ou ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous avons aujourd'hui, on ressent, ça a été un petit peu dit, un gros souci donc pour les agriculteurs qui ont leur ferme en circuit long. Un circuit long, donc économiquement parlant, au jour d'aujourd'hui, ça ne passe pas. Donc, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Il a été dit aussi qu'au niveau du conventionnel, donc la situation est difficile, mais le questionnement que l'on a, c'est compte tenu de l'âge moyen des exploitations au niveau agricole, donc où beaucoup vont prendre la retraite, en fait, on se rend compte que toujours la transmission risque de ne pas se faire, et notamment de ne pas se faire en agriculture biologique. Donc, il est important aujourd'hui que les responsabilités soient prises par chacun pour faire en sorte que toutes ces fermes qui sont en agriculture biologique puissent le rester demain et que les jeunes qui veulent reprendre et s'installer puissent le faire et que ce soit économiquement viable. Ceci est très important. En ce qui concerne donc le maraîchage ou les productions donc en vente directe, on se rend compte qu'il y a des installations, mais au niveau des surfaces, quand on fait la somme globale, en fait, les surfaces n'augmentent pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrêtent et il y en a qui prennent la place. Et là-dessus, donc, il faut aussi qu'on se pose donc les vraies questions pour savoir comment on peut encore aller de l'avant. Mais ce qui est reconnu aussi par tout le monde, c'est que l'agriculture biologique est moteur dans tout ce qui peut se passer pour l'avenir de l'agriculture au sens large. Et par rapport à ça, je crois que par rapport à tout le scénario qu'on a mis en place depuis plusieurs années, je crois que notre rôle de moteur pour l'avenir de l'agriculture par rapport au contexte climatique et agroécologique doit être encore plus soutenu. S'il ne l'est pas, ça risque de poser problème, donc à terme, notamment pour la pérennité donc, des fermes qui sont aujourd'hui en pleine activité. Allô, allô? Oui, nous avons une autre question dans le chat donc de Fanny Laison qui nous demande ce qu'on attend comme aide de la puissance publique. Oui, bah, je ne sais pas si. Ce qu'on attend, c'est extrêmement simple, en fait. Ça a été dit à l'instant. En fait, bon, on a une difficulté sur l'année 2023-2024. Sur 2024-2023, en tout cas, il y a eu un fonds d'urgence agriculture biologique qui avait été validé par l'État. Je crois que sur 2024, dans le cadre, dans une globalité, parce que l'agriculture globalement est en difficulté, il y aura besoin aussi de ce fonds d'urgence, si je puis dire. Ça, c'est, pardon, ça, c'est à court terme. Et disons qu'à moyen terme, on a besoin d'une reconnaissance plus forte de la part de l'État de la culture biologique. Je veux dire par là que dans le cadre du renouvellement de 2025 sur la PAC, notamment sur le premier pilier de la PAC, donc l'éco-régime, on demande une revalorisation de l'aide bio qui était initialement prévu autour de 120 euros, qui finalement est descendu à 92 euros. Il faut qu'on retourne à ces 112, 120 euros, tout simplement parce que c'est ce qui permettra, c'est ce qui permet à l'agriculture biologique et de pérenniser les exploitations demain. Ça, c'est sur la partie, disons, aide directe par rapport à la PAC, sur le premier pilier, mais il y a aussi une reconnaissance aussi des collectivités locales, etc., par rapport à ce qu'on appelle, nous, les paiements pour services environnementaux. Et là, on aimerait bien que des collectivités et les agences de l'eau prennent en main ce dossier-là. Il y en a déjà qui commencent à le faire, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est que l'agriculture biologique, dans sa reconnaissance par le consommateur, par la puissance publique, elle doit avoir une rémunération au travers de ses paiements de services environnementaux. C'est aussi la condition aussi pour les exploitations agricoles d'apporter aussi un revenu qui est quand même lié aux aménités positives de l'agriculture biologique. C'est très important hein, ce qui vient d'être dit là, c'est bon enfant Hugues. Je crois que par rapport à l'avenir donc de notre profession et notamment donc de l'agriculture biologique,
aujourd'hui, donc ça a été dit par rapport à la PAC, mais pas que. Il faut, dans le travail qui est fait, et ça a été dit donc par Philippe Aïma au niveau de l'interprofession, donc il y a un gros travail qui est fait par rapport donc à l'écoulement des volumes de production. Ça, c'est très important. Mais l'autre chose qu'il faut aussi mettre en avant, c'est à quel prix seront payés les producteurs s'ils veulent pouvoir donc abonder donc par rapport aux demandes concernant le volume de production. On a travaillé au niveau des chambres d'agriculture donc sur les coûts de production sur les différentes filières donc et sur les différentes productions. Je crois qu'il est très important que les pouvoirs publics en prennent compte et qu'ils fassent en sorte à ce qu'on puisse retrouver nos billes sur le terrain. Et l'autre élément sur lequel je crois qu'il faut qu'on insiste très fort, c'est qu'il n'y a pas que l'agriculture qui est concernée quand on gère une exploitation agricole. Donc, c'est tous les pouvoirs publics, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, au niveau de l'écologie, qui doivent aussi prendre en main ce dossier pour faire en sorte à ce que ceux qui produisent de manière, j'allais dire, ludique, pérenne, et à un moment donné de manière propre, puissent être récompensés par rapport à ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont mises en place, c'est entre guillemets, permettre donc des fermes qui sont en situation qui ne sont pas agroécologiquement donc bonnes, les faire aller vers une situation qui soit meilleure. Par contre, les exploitations qui sont en agriculture biologique sont considérées comme des fermes qui sont déjà donc à l'arrivée de ce point-là et elles ne bénéficient pas d'aide par rapport à ça. Donc, ça serait quand même bien qu'on aide aujourd'hui ceux qui ont fait tous les efforts donc pour pouvoir produire propre et pour la santé et pour l'environnement, et penser aussi à eux, parce que si on pense qu'à ceux qui font mal pour aller faire bien, eh bien ceux qui font bien ne pourront plus continuer à vivre malheureusement de ce métier. Je crois que c'est très important qu'on fasse passer ce message. Nous avons Philippe qui lève la main. On t'écoute. Oui, pour rebondir sur ce que viennent de dire Guy et Hugues, je crois qu'il y a deux, trois éléments qu'il faut rajouter à ce stade-là. Bon, d'abord, réaffirmer ce que vient de dire Hugues, hein. On est dans un contexte où le budget des ménages, globalement, a régressé. Aujourd'hui, on est à 12% du budget sur l'alimentation. Ça, c'est un constat général, aussi bien sur la bio que sur le conventionnel. Euh, on fait croire aux gens que manger, ça coûte rien. Donc ça, c'est un vrai sujet, donc il faut reprendre ça à bras-le-corps. Après, il y a des leviers d'accompagnement qui sont des subventions, certes, et là, je pense au niveau de la production à la sanctuarisation d'une manière ou d'une autre de l'aide au maintien qui compense les surcoûts de production liés à la bio, mais il y a aussi des sujets qui ne sont pas des aides directes, mais qui sont des signes forts, notamment de la puissance publique, notamment par rapport à la loi Egalim, où toutes les collectivités, que ce soit l'État, les départements, les régions, doivent monter l'exemple par le respect de cette loi en intégrant beaucoup plus de production bio dans leur cantine, qu'elle soit scolaire, d'entreprise, etc., pour tirer le marché, développer la demande. Et ça amènera derrière d'autres structurations de filières, du développement de la production, etc., en face d'un marché. Et puis le troisième sujet, c'est dans un contexte, comme on vient de l'évoquer depuis quelques temps maintenant, c'est que autant pendant 10 ans, on savait que la consommation suivait l'évolution de la demande. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Par contre, toutes ces aménités positives, il faut les accompagner autrement que par le seul marché et le seul budget agricole, puisque on sait très bien aujourd'hui, les rapports, que ce soit scientifiques, santé, eau, etc., le prouvent, l'anticipation de la production bio sur l'avenir est majeure. Donc, on doit vraiment faire prendre conscience ça à tous ces budgets-là, que ce soit la santé, l'eau et les territoires, pour aussi pérenniser l'agriculture biologique sur nos territoires. Sur la loi Egalim que vous venez de citer, est-ce que justement, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on a des bons élèves en Nouvelle-Aquitaine ou est-ce qu'on est encore loin du compte par rapport aux objectifs fixés par cette loi?
Alors, Jérôme pourra vous donner les chiffres plus précisément. De manière globale, on sait que la Nouvelle-Aquitaine est plutôt bon élève par rapport à la moyenne nationale. Ça, clairement, sous l'influence de la région qui a vraiment mis les moyens là-dessus et des départements qui prennent ça à bras-le-corps, notamment au niveau des collèges. Là où on pâtit un petit peu, même si de manière sporadique sur des territoires très particuliers, ça a été mis en place, mais il y a un gros travail sur tout ce qui est médico-social. euh, Hôpitaux, EHPAD, au niveau de l'administration des armées, etc. Pareil, c'est plus en retrait, même si on commence à avoir des exemples de prise en considération du sujet. Je crois qu'au niveau Nouvelle-Aquitaine, mais Jérôme pourra le confirmer, on doit être à 17%, alors que la moyenne nationale est à 9%, je crois. Mais globalement, la région est beaucoup mieux que qu'au niveau national, mais on n'est pas encore à l'objectif. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec la région notamment, on a signé le pacte avec l'objectif de 30% dans tous les lycées, qui est un signe fort politique qui du coup est repris aussi sur les territoires par les départements qui commencent à mettre ça en place pour atteindre des objectifs, eux, respectant la loi. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet des rencontres collectives qu'on a la semaine prochaine sur la Restauco, qui est un événement qui commence à prendre de l'ampleur, qui est vraiment le signe que ce soit les gestionnaires, les chefs de cuisine ou les élus de territoire s'intéressent au sujet de plus en plus et demandent des accompagnements et des solutions pour y arriver. Oui, bonjour à tous. Donc, Jérôme Sinel, je suis directeur d'Interview Nouvelle-Aquitaine. Donc, simplement, pour corroborer ce que viennent de dire les présidents, effectivement, on est sur un chiffre d'environ 18% d'introduction de bio sur la Nouvelle-Aquitaine et 8% au niveau national. Donc, on est sur un chiffre un peu plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale parce qu'effectivement, on a à la fois organisé la filière avec des plateformes dédiées de produits bio-régionaux pour la restauration collective. On en a 4 sur le territoire régional. Et ensuite, on s'est organisé, notamment au niveau de l'interprofession, avec 3 salariés pour accompagner les collectivités, que ce soit dans la rédaction des marchés, dans les allotissements, pour que ben, ça corresponde aux caractéristiques des produits bio-régionaux. Donc, on va dire qu'en fait, ce qui nous plombe dans les chiffres, c'est effectivement le médico-social, notamment les hôpitaux. Parce que par ailleurs, donc là, ils ont un très faible taux d'introduction, mais par ailleurs, on a l'armée, par exemple, qui a fait des appels d'offres et qui a bien incorporé les 20% de bio. Quasiment plus de la moitié des départements ont dépassé les 20% et toutes les grosses agglomérations de la région. Donc l'un dans l'autre, on arrive quand même à des taux d'introduction qui sont assez satisfaisants, même si, il faut encore poursuivre l'effort pour qu'on soit à une moyenne régionale de plus de 20%. Et par ailleurs, j'ajoute que la loi donc, oblige aujourd'hui ces 20% de bio et que chaque collectivité et restaurant doit obligatoirement, avant le 30 mars de chaque année, inscrire sur le site macantine, .gouv.fr, je crois, ou .fr, son pourcentage de bio et de produits de qualité. Elle doit le déclarer officiellement chaque année avant le 30 mars. Et là, c'est pareil, on mène des actions pour qu'il y ait de plus en plus de collectivités qui le fassent, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont encore en dehors des clous. Alors, nous avons une autre question donc de Hélène. Est-ce que les tendances décrites en Nouvelle-Aquitaine, donc consommation, sont alignées sur le national? Et est-ce qu'on a des particularités en région, des forces ou des faiblesses? Ouais, je peux répondre aussi éventuellement. C'est une question assez vaste, mais en fait, on n'a pas forcément de chiffres sur les spécificités de la consommation bio par les Néo-Aquitains en Nouvelle-Aquitaine par rapport au niveau national. Donc, je pense que c'est à peu près la même tendance. En revanche, la force que l'on a, et on le voit aujourd'hui dans les opérations que l'on mène avec les réseaux de distribution, c'est qu'on a une marque régionale qui s'appelle Bio Sud-Ouest et en fait qui permet de marier le bio et le local
Et donc, on fait des opérations avec les produits bio locaux, que ce soit dans les réseaux spécialisés. Et là, on a fait des opérations avec Biocoop. On va en faire une avec Carrefour sur la base de ce collectif de produits bio régionaux. Et ça, on est la seule région à l'avoir mis en place, à avoir développé une marque bio-régionale et une offre dédiée bio-régionale auprès de la distribution. Après, juste pour rajouter à ce que vient de dire Jérôme, une des spécificités régionales quand même, notamment au niveau de l'Interpro, c'est toute la dynamique collective qu'on peut influer au niveau notamment des salons nationaux ou même européens, où à chaque fois qu'il y a, que ce soit Natexpo, Biophare, etc., on est la seule région qui a un collectif d'entreprises organisées, fédérées de manière très très importante qui prouve c'est une dynamique régionale, une structuration de filière qui est quand même un poil plus structurée et dynamique que sur les autres régions. Mais ça, on est en train d'y travailler, notamment au niveau des interpros régionales, sur une structuration nationale dans toutes les régions, sur le modèle en fait néo-aquitain, pour montrer l'efficience de cette réflexion collective. Et ça, c'est Interbio, pardon, c'est quoi? C'est Interbio qui fédère et qui... Non, en fait, c'est une structure qui est informelle, hein. C'est qu'aujourd'hui, on est en relation quotidienne avec toutes les régions françaises qui ont une organisation style Interbio. Alors, pas toujours sur le même modèle, hein. Mais en se disant, voilà, mettons tout le monde autour de la table dans toutes les régions pour mutualiser les acquis d'expérience que chacun peut avoir et porter une voix au niveau national, notamment avec l'agence bio, sur ben, tout ce qui marche, tout ce qui est à mettre en place au niveau de accompagnement du développement de la filière. Donc c'est informel, mais ça fonctionne au quotidien depuis maintenant 4 5 ans, et plus ça va, plus les échanges sont importants, notamment autour d'une rencontre annuelle de toutes les interpros françaises. Merci Philippe. Est-ce qu'on a d'autres questions à poser dans le chat ou de vive voix, comme vous voulez, Je peux intervenir, hein. bien sûr. Oui, on dit, bon, ce qu'il faut dire, et ce qui est important de retenir de ce matin aussi, c'est que bon, vous avez vu là, vous avez les chambres régionales d'agriculture, un tiers bio, Bioina, en fait, on travaille tous. En fait, il peut pas y avoir des filières, une filière aval qui s'améliore, une filière amont, donc la production, qui soit un peu dans le marasme comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut à un moment donné que tout ça aille dans le même sens, d'où le travail qu'on fait en collaboration les uns et les autres. Et aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité de pérenniser les exploitations bio. Je crois que c'est le maître mot à retenir aussi, parce que on est persuadés les uns les autres, et les chiffres que vous avez donnés ce matin le démontrent, que en 2025, mais en tout cas à peu près sûr en 2026, au vu de la consommation qui repart, on pourrait se trouver avec une offre finalement qui ne se répète pas à la hauteur de la demande. Et il faut donc aujourd'hui faire le nécessaire pour que les exploitations bio restent en bio. Donc ça, c'est le problème de la transmission. Il faut toujours installer en bio, et c'est toujours le cas, et c'est tant mieux, mais il faut aussi pérenniser les exploitations qui sont en bio. Ça, c'est des éléments très importants parce qu'on ne peut pas avoir des décalages entre l'offre et la demande à un moment donné. Et ça fait partie de nos objectifs que l'on a mis en place au sein de ce mois de la bio, dans la diversité des formations et des journées qui sont faites. C'est un élément très important euh, qui nous dit aussi qu'il faut aussi que les collectivités locales, même si elles le font globalement, comme ça a été dit, au travers donc, la loi Egalim et la restauration collective, mais aussi la restauration commerciale qui aujourd'hui peut faire beaucoup d'efforts en termes de consommation bio. On a effectivement besoin peut-être d'être assuré par les pouvoirs publics, là j'entends l'État, le gouvernement, sur leur volonté de soutenir la bio, parce que il a échappé à personne que
beaucoup de communications aujourd'hui un peu négatives sur la bio sont faites depuis quelques mois et parfois sur des réalités qui ne sont pas une vérité, parce que effectivement, en définitive, je dirais que la bio n'est pas plus en difficulté, si je peux dire, que le conventionnel aujourd'hui, dans l'état actuel de l'agriculture française. Et qu'il ne faut donc pas, il y a un avenir pour l'agriculture biologique euh, dans ce pays, évidemment. Merci Guy. Nous avons une autre question dans le chat, donc là, qui porte sur la filière viticole, à savoir quel impact de l'arrachage sur les surfaces viticoles bio en Nouvelle-Aquitaine? Euh, on n'a pas aujourd'hui de données spécifiques sur les hectares arrachés en bio dans le cadre de la campagne d'arrachage sur les vins de Bordeaux. On essaye d'avoir cette donnée, mais en fait, lorsque les viticulteurs lancent la procédure d'arrachage, ils n'ont pas l'obligation de spécifier s'ils sont bio ou pas. Donc, on met un peu plus de temps pour récupérer ces données. Donc, malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question. Merci Jérôme. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Je n'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. Et je crois qu'on va pouvoir peut-être conclure. Un dernier mot, Guy, Philippe, Hugues. Non, mais après, moi, je vous invite tous et toutes à relayer le programme des différents événements qui auront lieu durant ce mois de la bio, mais aussi et surtout à venir y participer pour prendre le ressenti des gens qui y participent, puis relater en fait l'état d'esprit des gens sur le terrain, parce que bon, nous, on n'est jamais que les relais et les facilitateurs de tout cela, mais ce qui est important, c'est les gens sur le terrain, aussi bien ceux qui sont en place que ceux qui veulent nous rejoindre demain. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher selon vos territoires et selon vos agendas de toute l'équipe qui est là aujourd'hui, mais aussi des trois qui sont à l'écran, plus particulièrement en contact presse que vous pouvez avoir en relation quotidienne. Sur des rendez-vous plus ou moins privilégiés qu'on peut aussi organiser avec vous selon vos besoins et vos questions plus particulières. Tout à fait, Oui, Philippe. Et pour Hugues, justement. compléter, ah, Oui, pardon. pardon. Non, je voulais juste Allez-y, dire qu'il y allez-y. avait d'autres conférences de presse en département. Donc, pour ceux qui souhaiteraient connaître un petit peu plus les spécificités départementales, nous avons une conférence de presse dans les Deux-Sèvres le 15 octobre, en Charente-Maritime le 18 octobre, dans la Vienne le 17, en Charente le 24 et dans le Lot-et-Garonne la dernière semaine d'octobre. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter. Et je te laisse la parole, pardon, de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Non, juste pour dire que tout le travail qui a été fait depuis maintenant de nombreuses années, donc on doit en être fier. Qui aurait dit aujourd'hui qu'on ait cette puissance au niveau de l'agriculture biologique, donc dans nos territoires. Et tout ce travail qui a été fait, il faut surtout en être fier. Il faut montrer que d'une niche, on est passé à bien autre chose. Aujourd'hui, donc, on est reconnu, donc on sait qu'on peut produire, on sait qu'on peut alimenter le citoyen de façon donc saine et je crois que ça il faut le faire passer ce message-là. Par contre, ça serait dommage qu'à un moment donné on rentre dans une sphère qui soit négative, car ça serait bon pour personne. Je crois que c'est très important de faire passer ce message-là. Tout le travail qui a été fait donc est reconnu, donc et il faut à un moment donné que ce message-là soit bien passé et que surtout, on puisse toujours aller de l'avant, car on se rend compte quand même que nous sommes dans la bonne voie. Voilà, c'est tout.
Oui, bah, enfin, je sais pas si je suis le dernier à parler, mais en tout cas, si c'est ça un peu la conclusion, et je remercie votre présence de tout le monde ce matin à cette visio et mes collègues, donc Interbio, Chambre d'agriculture, de tout le travail qui est accompli là pour ce mois de la bio. Et effectivement, c'est les acteurs locaux qui doivent se prendre en main ce mois de la bio. Effectivement, c'est très important. Et je dirais que effectivement, là, aujourd'hui, il faut regarder positivement les choses. Certes, il y a une crise agricole un peu générale qui est en place. Certes, il y a eu phénomène inflationniste qui nous a quand même, nous, particulièrement l'agriculture biologique, bien impacté. Mais là, je pense qu'on a renversé cette tendance un peu négative. Alors, tout n'est pas encore parfait, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et le fait qu'on travaille tous en collaboration étroite aussi bien Interbio, les chambres d'agriculture que BioENA. C'est aussi rassurant pour nos institutionnels qui nous aident, hein. Je pense à la région Nouvelle-Aquitaine, je pense à l'État au travers de la DRAF qui sont derrière nous aussi. Je pense que l'agriculture biologique, elle est d'utilité publique aujourd'hui. Personne ne peut remettre en cause l'agriculture biologique. Ça représente quand même une part significative de la consommation en France. C'est quand même pratiquement 10%, 12% au niveau national de l'agriculture française. Donc, c'est quand même pas une part négligeable en tant que comme certains voudraient bien nous faire croire. Donc, je veux dire, on sait très bien qu'aucun pouvoir public ne peut négliger la culture biologique. Donc, aujourd'hui, au travers de tous les messages que l'on fait passer les uns et les autres, et cette volonté politique, je pense, au moins régionale et beaucoup de départements de Nouvelle-Aquitaine, et on espère demain que l'État va continuer à nous soutenir comme il se doit. Je pense qu'il y a de l'avenir pour cette filière qui, au-delà de l'aspect alimentaire, a quand même tous ces aspects, ce qu'on appelle nous aménité positive, au travers de la santé environnementale, qui est quand même quelque chose de très important, les chiffres sur la santé au travers la non-utilisation de pesticides, ils sont quand même faramineux en termes, ça se chiffre en milliards d'euros quasiment à l'année. Les MSA ont des chiffres assez alarmants sur les conséquences des pesticides, notamment sur la santé. Donc cette santé environnementale, la qualité de l'eau, les agents de l'eau savent très bien que dans les bassins, notamment les captages d'eau, aujourd'hui, la culture biologique a son intérêt, mais plus que son intérêt, elle est quasiment indispensable pour améliorer la qualité de l'eau, aussi bien sur la partie nitrate que la partie phytosanitaire. Tous ces éléments-là font que, et je répète, l'utilité publique de la bio, elle est reconnue. Elle le sera encore plus demain, je pense, dans le cadre du changement climatique. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si tu reprends la parole, Sophie. Autrement, moi, au titre de Bio-Aquitaine, je vous remercie de votre présence ce matin. Oui, ben, merci beaucoup en effet de votre présence ce matin, pardon, et on vous donne simplement rendez-vous en novembre durant le mois de la bio. Voilà, merci à tous, bonne journée. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée, au Merci, au revoir. revoir.